Salut à tous, c'est Clément Random et on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la Desertus Bicus que je viens tout juste de terminer. La Desertus Bicus c'est donc une course d'ultra distance qui part de France dans le Pays Basque et qui arrive au Portugal en traversant évidemment entre les deux l'Espagne. C'est une course d'environ 1400 km qui va comporter 7 checkpoints et en itinéraire libre entre les checkpoints. Ce qui veut dire qu'avant la course, il y a une grosse phase de préparation de la map au préalable. Chose que j'ai faite puisqu'on reçoit les checkpoints à peu près 3 mois avant le départ et donc on a pas mal de temps pour potasser la course. A savoir que Komoot ne propose pas forcément par défaut le trajet le plus rapide, donc il y a pas mal de temps à passer pour explorer les différentes options qu'on a, pour regarder ce qui nous convient le mieux, entre des fois faire plus de kilomètres et moins de D+, ou un petit peu plus de D+, et moins de kilomètres. A savoir aussi que sur cette course, les checkpoints sont souvent sur des parties gravel. En Espagne, les gravels sont assez roulants malgré tout. Et donc, des fois, est-ce qu'il y a des petits raccourcis qui prennent du gravel ou pas? Enfin voilà, il y a toute une tambouille à faire pour préparer la map. Dès que la map est prête, je m'attaque à mon vélo qui est derrière moi. Vous le connaissez déjà, c'est un vélo qui me suit vraiment partout sur les ultras. J'ai choisi toujours de conserver un vélo de route pour une course d'ultra distance avec des checkpoints gravel. Pourquoi? Parce que le gravel est assez léger, il y en a peu en proportion. Et si je prends mon vélo de gravel, j'avais peur d'être pénalisé tout le reste du temps où on va être vraiment sur de la route. Et donc je préférais être un petit peu inconfortable sur le gravel, mais être vraiment plus efficace sur la route. Quand je prépare mon matériel sur le vélo, j'ai toujours 3 mots qui me viennent en tête. C'est le confort, la fiabilité et la performance. Avec ces 3 mots en tête, ça m'a donné la petite tambouille que vous voyez juste là. Donc ça, c'est le vélo avec tout le matériel que j'utilise sur la course. Si vous regardez bien, donc j'ai dans les sacoches Miss Grap à l'arrière, dans ma sacoche de selle, j'ai plutôt le matos que je vais utiliser moins souvent parce qu'il est moins accessible. Ensuite, j'ai une sacoche de selle que tu vois au milieu de mon vélo. Là, c'est les choses dont je peux avoir besoin en roulant ou les choses que je vais avoir besoin plus souvent dans la journée. Et ensuite, évidemment, plutôt sur l'avant du vélo, la petite sacoche de top tube et les 2 food pouch que tu retrouves juste là, et bien ça va être rempli de bouffe. Évidemment, dans une logique de performance et de confort, j'ai aussi des prolongateurs que j'installe sur mon vélo. Ceux-là, tu vois que c'est des nouveaux prolongateurs que j'ai achetés cette année. Les quelques petits changements que j'ai fait cette année, ça va être sur les roues. Swisside m'a envoyé une paire de roues qui ont des jantes un poil plus larges, ce qui fait que le volume du pneu est un petit peu plus conséquent, donc ça donne un petit gain de confort. En parlant de pneumatiques, je reste sur les Hutchinson Challenger. C'est des pneus que je roule depuis 3 ans maintenant. J'ai eu la chance de tester les premiers prototypes et maintenant le modèle est sorti depuis à peu près 6 mois. C'est vraiment un pneu que je recommande. J'ai eu une seule crevaison en 3 ans avec ces pneus-là. Donc vraiment une solidité incroyable, une fiabilité folle et qui roule quand même plutôt bien parce que c'est ce qu'on veut. J'ai aussi changé 2-3 petites choses. J'ai une chape qui m'a été envoyée par Cycling Ceramic et quelque chose que tu ne vois pas forcément, mais je suis passé à la wax. Donc c'est de la cire solide dans laquelle tu vas tremper ta chaîne dans un bain de cire. Et ça a un avantage énorme, c'est que sur les 1400 km de la course, même avec les passages en gravel un petit peu sableux ou éventuellement humides, à savoir qu'il n'a pas plu non plus, eh bien je n'ai jamais eu à relubrifier ma chaîne et elle est toujours impeccable sans faire le moindre bruit. Avant le départ de cette course, donc, je m'y suis pas mal préparé et j'avais quelques objectifs en tête. L'an dernier, je sais que j'avais mis 4 jours et 6 heures sur la course, donc là mon seul objectif pour moi c'était de passer sous la barre des 4 jours. C'était quelque chose qui était pour moi un objectif vraiment réalisable puisque la map cette année est un poil plus courte, vraiment pas de beaucoup, et je me sens plus prêt, plus optimisé, je me suis vraiment entraîné cet hiver, donc j'arrive sur la course vraiment frais, vraiment prêt à passer sous la barre des 4 jours, donc 3 jours et quelques heures, je ne sais pas encore, mais vraiment sous la barre des 4 jours. Avec tout ça en tête, ce matos qui est prêt, on se rend donc sur la ligne de départ qui est à Asparen, pas loin de Bayonne, dans le Pays Basque. Là, il faut savoir qu'en arrivant sur place, déjà, on a un gros contraste en termes de température, puisqu'entre Paris et le Pays Basque, il fait vraiment plus chaud. Et on a checké régulièrement la météo les jours avant et on se rend compte qu'a priori, sur cette course, on ne va pas avoir une seule goutte de pluie. Ça, c'est un gros changement par rapport à 2023 où on est littéralement parti sous un gros orage et on a vraiment eu la première journée complètement sous la pluie. Donc, on est vraiment parti tremper sur la course. Là, ça risque vraiment de ne pas être le cas. On a une météo qui s'annonce vraiment parfaite, donc vraiment top pour faire du vélo. Voilà, on est prêt à partir. Et ben Camille est en train de filmer. Il y a du monde. Tout le monde est prêt à partir et puis minuit pile, paf, c'est le départ. Tout le monde s'affole et on s'élance dans la nuit, on quitte l'effervescence de Asparen
et on attaque en direction des Pyrénées. Là c'est assez fou parce que tu vois vraiment des lumières rouges devant partout, des lumières blanches derrière partout, et puis au fur et à mesure des carrefours, les pelotons se séparent, il y en a qui vont à gauche, il y en a qui vont à droite, donc moi avec un petit groupe, on continue et on attaque la montée des Pyrénées. La montée se passe plutôt bien, mais je surveille mon capteur de puissance parce que j'ai mes watts affichés sur le compteur et je me rends compte qu'on part très fort. Ça m'emmène à passer le petit col des Pyrénées, un petit peu après Saint-Jean-Pied-de-Port pour moi. Et là, bon, je sais qu'on a bien poussé, on a été assez regroupés puisque c'est le début de la course, on était quand même 300 au départ. Et arrivé en haut à la bascule, il y en a qui s'arrêtent en haut pour enlever ou remettre des couches. Et moi, je continue à peu près tout seul. Enfin, on se sépare et à ce moment-là, c'est vraiment le moment où j'attaque à vraiment rouler seul, croiser des gens de loin, certes, mais on est vraiment plus du tout en groupe. On est à peu près 4 heures de course là. Je vais filmer devant, ce sera pas intéressant mais au moins c'est safe. Mais dans la nuit ça a bien baissé en température. On a monté les Pyrénées avec un bon petit groupe qui s'est séparé après. Mais voilà, on a monté clairement trop fort. Je le savais, je l'ai fait quand même. Je suis con, voilà. Il est 4h30 là à peu près. Là franchement pour moi un moment dur là. J'ai envie de m'endormir, ça me fait du bien de parler à la caméra, ça me réveille un peu. Je commence à avoir quelques petites hallucinations, là j'ai vu une charrette à cheval sur le bord de la route. Voilà, donc je lutte, mais ça va, il fait pas chaud, il y a 2 gars devant, ça roule bien sinon. Je viens de me faire une superbe frayeur en m'endormant tout simplement sur le vélo. J'étais sur une route. Je me suis endormi, je suis parti sur le côté gauche, je commençais à rouler dans l'herbe, les secousses de l'herbe m'ont réveillé, je partais à 30 degrés dans l'herbe, j'ai réussi à me réaligner sur la route, pas tomber dans le fossé et ralentir sans tomber du vélo, j'ai eu trop peur de tomber, voilà, grosse frayeur, ça m'a bien réveillé, ça c'est sûr, heureusement juste après il y avait un village avec une fontaine à eau. J'ai pu m'arrêter un peu, boire et tout ça. Là, ça va beaucoup mieux. Je me posais la question du coup, sinon de m'arrêter pour dormir. Parce que c'est trop dangereux sinon. Et voilà, donc je surveille ça de près. Allez, on continue la fin de la nuit, il est 6h du mat là. Et ben voilà. Bienvenue dans les Bardenas. Le lever du jour. On va arriver dans 10-15 km au CP1. Le checkpoint 1 est au kilomètre 180, donc je savais que ce serait au lever du jour. Donc effectivement, j'y arrive vers 7h30 je crois. Le lever de soleil annonce aussi l'arrivée dans les Bardenas, donc là le paysage est vraiment incroyable, c'est un désert qui est vraiment très beau, sur lequel on a évidemment quelques sections gravel, mais c'est quelque chose de très roulant, ça ressemble en France à les chemins de halage qu'on a, c'est vraiment des gravillons blancs, mais où des 4x4 passent régulièrement, ça veut dire qu'il n'y a pas de gros pièges, il n'y a pas d'énormes trous, de choses comme ça. Donc tout le monde passe de manière assez sereine dans les Bardenas. Là on retrouve pas mal de gens au CP1 puisque moi j'y passe je crois vers 8h du matin ou 9h et donc c'est le moment où tout le monde en profite aussi pour enlever les vestes de pluie qu'on avait pour affronter le froid de la nuit et repartir sur on va dire la tenue de jour et attaquer la première journée de course. Bon bah voilà, j'ai passé le CP1 à 8h45 ce matin, ça a bien avancé. J'ai évidemment trop forcé au début, mais du coup je me connais bien. Donc voilà, on va essayer d'y aller un poil plus calme, sans non plus trop ralentir le rythme. Puis voilà, paysage de ouf dans les Bardenas, c'est très chouette. Enjoy! Le checkpoint 1 étant passé au Bardenas, j'attaque la direction du checkpoint 2. La première journée du samedi commence donc avec ce super lever de soleil sur les Bardenas. Et là on attaque pas mal de kilomètres pour aller jusqu'au CP2 sur lequel j'arriverai le soir. Et donc la journée entière est assez longue puisqu'on a déjà roulé toute la nuit, on a pas mal de kilomètres dans les pattes. Les pelotons se séparent et pas mal de longues lignes droites. Mais là je suis content, j'avance bien. Les prolongateurs que j'avais assez mal réglés, enfin que je ne pouvais pas régler, que je trouvais inconfortable finalement, je me fais plutôt bien à la position, même si la position n'est pas idéale, j'arrive quand même à vraiment profiter et vraiment optimiser ma position pour avancer assez vite jusqu'au checkpoint 2. Les petits paysages désertiques,
joli, hein, il est midi et demi. Tout à l'heure j'ai pris un café, une eau gazeuse et un sandwich avec 2 gars, donc là pour l'instant ça va. Il fait pas trop chaud, ça c'est cool. Ça avance bien. Fait arriver au checkpoint 2 vers 21h le soir. Là je croise 2 autres gars de la course, donc on passe le CP2 ensemble. Là c'était vraiment dans des falaises, un cours d'eau qui a creusé vraiment dans un gros parc naturel. Et il y a un monastère qui est vraiment dans la roche, sur le bord de la falaise, donc c'est vraiment super joli. J'ai quelques petites photos pour te montrer un petit peu l'ambiance qu'il y avait à ce moment-là de la course. Et je décide de rouler jusqu'à minuit. Cette fois j'ai vraiment envie de me coucher et de faire plutôt une grosse nuit, puisque je sais qu'on a déjà une nuit blanche dans les pattes. C'est que le début de la course, donc je décide de faire une nuit de 6 heures. Quelque chose que j'ai changé sur cette course, une stratégie qui a vraiment payé énormément, c'est que je me suis un petit peu documenté aussi sur le sommeil et je me suis rendu compte que en fait les cycles de sommeil ils sont comptés en cycles de 90 minutes. Et cette fois sur la course, à chaque fois que je dormais, je ne raisonnais pas en heures de sommeil mais en nombre de cycles de 90 minutes. Et donc là j'ai dormi 4 cycles, soit 6 heures. Et j'ai trouvé qu'à chaque fois, quand j'ai respecté un nombre de cycles précis, le réveil se fait beaucoup mieux parce qu'on est dans une phase de sommeil assez léger. Et donc c'est beaucoup plus simple de remonter sur le vélo. Cette nuit donc a été assez réparatrice. J'ai bivouaqué dans un tout petit village, un petit peu à l'abri de la lumière. Et donc j'attaque la deuxième journée en direction du checkpoint 3. Comme j'ai dormi en bivouac, je commence ma journée assez tôt et ce qui me permet d'arriver vers 9h30 au checkpoint 3 qui est Rutas de las Caras. Donc là c'est un endroit aussi très joli puisque c'est au bord d'un lac et il y a des parois rocheuses et il y a pas mal de sculptures, de gravures dans la pierre directement, dont des énormes crânes. Donc c'était assez marrant de voir ces endroits-là, c'est assez bizarre de voir vraiment de l'art qui se fond au milieu de la nature. C'est vraiment très stylé. Hello à tous, il est 10h du mat. Ça fait un peu plus de 4 heures que je roule. Je fais une bonne nuit cette nuit. J'avais besoin, j'ai dormi 6 heures, c'est 4 cycles de sommeil de 90 minutes. Et voilà, dans un endroit pas trop mal, petit bivouac. J'ai croisé Sébastien ce matin. On a roulé la dernière heure ensemble avant d'arriver au CP3 que je viens de passer il y a une demi-heure, un truc comme ça. Donc voilà, il a fait encore très froid la nuit. Genre 3 degrés au GPS, je déteste le froid. Je suis pas efficace quand il fait froid. Voilà, c'était dur, j'attendais avec impatience le soleil. Et là il est bien là. Là. On va switcher sur les 30 degrés et quelques maintenant. Mais bon, moi limite je préfère ça. Donc voilà, let's go pour une nouvelle journée. Salut tout le monde. Alors je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai très peu filmé. Je sais un peu déjà, ce matin j'ai eu très froid. Je suis parti 5h30 je crois, un truc comme ça, 5h40. Et jusqu'au soleil bien levé, il faisait très froid. Donc ça m'a bien pris. Ça me faisait un peu mal aux genoux ce froid. Mais voilà, quelques toutes petites montées au début. Et on va dire depuis que le jour est levé, c'est plutôt plat, très plat, voire descendant, donc ça a été vraiment facile. Il fait chaud, j'ai mis les manchettes là pour me protéger du soleil parce que hier je me tartinais de crème toutes les 2 heures et pourtant j'ai pris des coups de soleil, donc moi c'est aussi les premiers soleils de l'année, donc c'est pour ça qu'on prend si cher. Mais voilà, j'ai toujours besoin de 24 heures pour rentrer dans le rythme ultra. Là je suis bien rentré dedans, je suis content. J'ai pas croisé grand monde aujourd'hui. Parce que je pense qu'on avance tous à peu près au même rythme. J'ai croisé Sébastien avec qui j'avais fait la RAF, on avait roulé un petit peu en 2021 ce matin. On a passé le CP ensemble. Après on s'est lâché. Et ben depuis ce matin, personne. Et là il est 18h pétante. Voilà, mais il y a un tout petit peu d'écart devant et derrière. Donc c'est pas même en une pause de 10 minutes qu'on va se croiser. C'est plus d'une heure je pense. Donc voilà. Les écarts vont se creuser ou pas dans la nuit je pense. C'est là que ça va se jouer un peu. Moi j'ai bien dormi la nuit dernière. Donc c'est là où je peux peut-être jouer en dormant moins là. On verra ce que ça donne demain matin au réveil. Allez, ciao ciao.
Et donc là je prends la direction du CP4, donc là on a déjà bien traversé l'Espagne, on arrive vers le sud de Madrid grosso modo, et donc là le CP4 c'est encore un point magnifique, enfin, comme tous les CP de cette course c'était vraiment très joli, à la fois les CP étaient très jolis et les routes en transition entre les CP étaient assez belles, même si comme on mappe quand même des itinéraires qui sont le plus efficaces possible, le plus rapide possible, des fois on mappe pas forcément les routes les plus jolies, et bien là malgré tout la structure de la course faisait qu'on se retrouvait quand même dans un endroit magnifique, même en dehors des CP. CP4, j'y arrive en fin de journée, c'est un petit peu gravel pour y accéder parce que c'est un endroit assez touristique, on a une super vue sur un lac. Donc j'arrive dessus, je suis tout seul à ce moment-là. Cette journée-là, la deuxième journée, j'ai vraiment croisé pas grand monde. Le dimanche, j'ai roulé vraiment solo. J'arrive le soir au CP4, pardon, vers 18h30. Donc je continue à rouler, je me fais un petit dîner et j'attaque la nuit. Là, une fois de plus, je suis vraiment surpris par le froid. La température descend vraiment beaucoup la nuit. C'est assez surprenant. Quand on a un énorme contraste comme ça avec la journée, c'est assez dur. Mais je suis quand même couvert et j'essaye de dormir sur les phases où il fait plutôt froid la nuit. Donc là je me suis couché vers minuit ou 1h et là cette fois j'ai décidé d'un peu moins dormir. Je me sentais assez frais la journée, j'avais plus la première nuit blanche dans les pattes. Donc là je dors 4h30. Pareil, je raisonne en nombre de cycles, 3 cycles de sommeil d'1h30. Je me réveille de manière hyper facile et c'est là vraiment où je prends conscience de l'intérêt de cette méthode de dormir d'1h30 parce qu'au bout de 4h30 de sommeil, je me lève mais vraiment d'une fraîcheur, je me suis moi-même surpris. J'étais trop motivé, le réveil n'était pas du tout difficile et j'ai vraiment réattaqué le vélo trop motivé à prendre la direction du CP5 et 6. Là, ce qui est drôle, c'est que j'entame le début de ma journée alors qu'il fait encore nuit, tôt le matin, et assez rapidement, je passe dans un village et là, je vois 2 cyclistes et j'entends quelqu'un qui crie Clément. Je vais voir et donc là, je croise Willem et Elise. Elise que je connais bien puisqu'on roule pas mal ensemble à Paris. Et là, elle venait de passer 5 minutes avant. Et sur un dos d'âne qu'elle n'a pas vu, elle est tombée et elle a pété son cintre en carbone de son vélo. Donc là, avec Willem, on s'est arrêté pour regarder un petit peu et essayer de lui trouver des options pour envisager éventuellement une réparation ou trouver comment finir la course. La réparation, elle est quasi impossible, le cintre est vraiment totalement cassé, il tient vraiment que par les câbles et les durites qui passent dedans. Et avec Willem, on ne sait pas trop quoi lui dire, on lui dit il y a un café qui ouvre dans 2-3 heures, essaye de voir là, trouver une solution, il y a peut-être quelqu'un qui rentre en panne, donc voilà. On la laisse sur le bord de la route, on part ensemble du coup avec Willem et en se disant c'est chaud pour elle, c'est con d'arrêter la course à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de solutions de réparation. Et puis au fur et à mesure que la journée avance, on regarde les trackers et puis on voit qu'en fait le petit point de Elise il avance. Donc déjà on est assez surpris, on se dit cool, elle a peut-être trouvé une solution ou au moins elle avance vers l'arrivée, c'est toujours ça de gagner. Mais à ce moment-là on ne pensait pas qu'elle finirait la course avec son cintre cassé. Et en fait au fur et à mesure qu'on regardait les trackers, on la voyait avancer, 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 avancer. Et puis à une vitesse qui était vraiment correcte, elle était vraiment pas au ralenti par rapport aux autres. On arrive donc au CP5 et 6, donc là pas mal de gravel nous attend, mais un paysage absolument magnifique. C'était assez dur à filmer cette espèce d'île au milieu du lac. L'île c'était vraiment une pyramide parfaite, posée, on avait l'impression que c'était posé comme ça au milieu du lac. J'aurais dû prendre plus d'images avant parce qu'en fait au pied du truc, c'est assez difficile à filmer parce que c'est assez grand et quand on est au pied on se rend pas compte que c'est vraiment une île puisqu'il y a un espèce de petit pont pour y accéder et on est vraiment au niveau de l'eau donc on se rend pas compte que c'est vraiment posé au milieu d'un lac comme ça. Passé donc ce CP6, là c'est hyper motivant puisqu'on sait que le CP7 c'est le dernier CP de la course, après c'est l'arrivée. Et le CP7, autre nouveauté, c'est que c'est le premier et le seul CP qui est au Portugal. Et en plus il est en bord de mer tout à l'ouest. Donc ça veut dire qu'à partir de là, c'est vraiment en direction cap à l'ouest et on roule en direction du bord de mer. Donc ça c'est assez motivant parce qu'on sait que c'est le dernier CP, on va au bord de mer et après ça c'est quasiment terminé. On est donc assez motivé sur cette fin de journée, on roule pas mal et puis arrivé juste avant le dîner, on croise Paul avec qui j'avais déjà pas mal roulé l'an dernier. Bon voilà, notre petit train, il a accroché un wagon en plus. Il y a moyen qu'on finisse avec un équipier en plus, ça se fait plaisir. Bonne petite team. On clôture le top 20
Ça fait plaisir. On se fait un dîner tous les trois ensemble dans un supermarché qu'on dévalise et on se partage plein de choses. Donc là on s'est fait un magnifique repas, je te montre la photo, tu verras, on a mangé aussi comme des schlagos juste devant le supermarché, mais vraiment trop chouette. Ça nous faisait plaisir de partager ce bon repas tous les trois ensemble. Après ce festin, on repart donc en attaquant la soirée, le début de nuit. Et puis on savait qu'on a eu un moment où on longeait à peu près une grosse route, voire une autoroute. Le vent de face a commencé à se lever. C'est aussi le moment où on a passé la frontière portugaise. Et là, ce qui est assez marrant, c'est que on n'a pas du tout vu le panneau Portugal, mais on a énormément vu le changement de mentalité entre les Espagnols et les Portugais vis-à-vis des vélos. Il faut savoir que les Espagnols, ils ont un respect énorme des cyclistes sur la route. C'est vraiment bluffant. C'est-à-dire que quand un automobiliste vous double, il est vraiment totalement dans la voie de gauche et il laisse pas juste 1 mètre pour doubler, il est vraiment le plus à gauche qu'il peut. Si un Espagnol aussi te double en montée, eh bien s'il faut attendre 10 minutes pour avoir de la visibilité et rouler à 8 km/h comme toi dans la montée, il va le faire. Donc on se sent vraiment très safe sur le vélo, c'est vraiment impressionnant. Et au Portugal, c'est plutôt tout l'inverse malheureusement. On retrouve plus une mentalité comme on retrouve en France, voire des fois même pire, parce qu'il y a des automobilistes qui semblent vraiment très pressés et nous doublent assez proches. Comme le vent de face s'est élevé, moi et du coup les deux autres, on a tendance à regarder la météo aussi pour regarder quand est-ce qu'il faut dormir. S'il faut s'arranger un petit peu, dormir un petit peu plus tôt, un petit peu plus tard, en fonction de la température, la nuit, en fonction de là les paramètres comme le vent de face. Et là tous les trois on se rend compte que le vent se lève dans la nuit, mais le vent se couche totalement à 5 h du matin. À ce moment-là, on réfléchit donc un petit peu et assez rapidement on arrive à la conclusion que on va décider de dormir jusqu'à 5 h du mat. Ça nous fait plutôt une longue nuit pour la dernière nuit de la course. Mais les concurrents qui sont devant et les concurrents qui sont derrière, ils sont assez espacés. Donc même si on dort 1 heure de plus, normalement ça ne va pas avoir un gros impact sur notre classement à l'arrivée. On trouve donc un endroit pour bivouaquer qui était vraiment très cool. C'était au bord d'un terrain de foot. Il y avait des espèces de gradins en dur. Et donc là on dort totalement à l'abri du vent, à l'abri de la lumière. On dort super bien, on fait une super nuit de bivouac. C'était un spot de bivouac de ouf. On était au milieu du terrain de foot. Petit couloir, on était tous les trois là. Bam bam. Hôtel 8 étoiles sur le guide du bivouac. Trop bien, à refaire. Et on réattaque, on se lève pour la dernière journée sur le vélo parce qu'au moment où on se lève, on sait qu'il ne nous reste que 220 km. Donc en soi, pour un ultra cycliste, c'est une petite journée, 220 km. Donc là, super motivés tous les trois, on roule ensemble, on prend la direction du bord de mer et on file jusqu'au CP7. Pas longtemps avant d'arriver sur le CP7, on est assez surpris puisque en arrivant dans un village, qu'est-ce qu'on croise en train de manger quelque chose devant un snack et boire un petit café? On croise Élise qui avait cassé son guidon la veille et qui avait peu dormi et qui nous avait même du coup rattrapé pendant notre sommeil. Donc là on est tous les trois méga impressionnés de la performance qu'a fait avec le guidon à moitié cassé sur le côté droit. Et à partir de ce moment-là, on est assez proche du CP7, on lui propose de rouler un peu avec nous, même si elle a peur de rouler un peu moins vite et de ne pas arriver à suivre le groupe, mais de toute façon on sait que c'est une course plutôt individuelle, donc on se dit c'est pas grave, si on partage des kilomètres ensemble, tant mieux, sinon tant pis. Finalement on va rouler quand même pas mal ensemble, on va se séparer un tout petit peu juste avant d'arriver au CP7, mais le temps que nous on fasse nos petites photos, notre petite pause, elle nous rattrape, puisque le gros plus de Élise, c'est qu'elle fait très peu de pauses. Elle roule certes un poil moins vite que nous, mais elle s'arrête jamais, du coup au global elle va à la même vitesse que nous. Et ça c'est le petit type d'ultracyclisme. Pas forcément de rouler vite, mais c'est vraiment d'optimiser ses pauses et c'est là vraiment où on gagne beaucoup de temps. Juste avant d'arriver au CP7, sur les petites lignes droites qu'on voit, on voit une ombre d'un cycliste devant et puis on se rend assez rapidement compte qu'il roule mais il fait que de se retourner, il fait 3 coups de pédale, il se retourne, il nous regarde, etc. Donc je pense que là on ne savait pas encore qui c'est, mais que la personne avait vu sur les trackers qu'il y avait un groupe juste derrière. Et il a dû se dire, si proche du CP et tout ça, on va finir au moins jusqu'au CP ensemble. Et donc on arrive, on se rend compte que c'est Josh. Josh qui est anglais, qui est aussi de la team Café du cycliste, donc ça faisait plaisir de le croiser et de discuter un petit peu avec lui. Et donc on discute, on est content que notre petit groupe prenne un membre en plus. Et là on savait très bien qu'une des particularités de la course, c'est que à la fin se fait en traversant avec un ferry pour aller jusqu'à Setúbal. Là on savait donc qu'à 50 km de l'arrivée, si on croise quelqu'un,
avec cette histoire de ferry, sachant qu'il n'y a qu'un ferry par heure, eh bien on est quasiment sûr d'arriver dans le même ferry et donc d'arriver en fait ex aequo à l'arrivée. Donc essayer de rouler un peu plus fort ou un peu moins fort, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est comme ça que se forme notre groupe à 5. Donc Willem, Paul, Elise, Josh et moi. Et donc on passe le CP7 quasiment ensemble et puis après on roule tous ensemble jusqu'à l'arrivée. Et là trop drôle, entre le CP7 et l'entrée du ferry il y avait à peu près 40-45 km. Et là on a roulé mais comme des brutes. Donc Elise a décidé de nous lâcher en disant non mais vous roulez trop vite, moi je roule à mon rythme. Nous on a vraiment pris des relais dans le prolongateur, on a appuyé comme des fous parce qu'on était vraiment trop contents d'arriver. On est arrivé à 14h30 au ferry et sachant qu'il y avait un ferry par heure mais aux heures pile, on savait qu'on avait une bonne demi-heure d'attente pour le ferry. Donc cette demi-heure où on a roulé comme des brutes avant, Elise l'a rattrapé et donc on a pris le même ferry qu'Elise. C'est du bien. Ah, oh là là. Voilà, hein, plus qu'à attendre le bateau, on y est. Juste vernis. Donc on a tous pris le ferry de 15h, on est arrivé vers 15h30 dans le centre de Setúbal. Et donc là on était trop content d'avoir une équipe de ouf, une équipe de 5 où on s'entendait super bien, on a bien rigolé et on passe l'arrivée tous les 5 ensemble. On finit donc tous les 5 la course en 3 jours, 15 heures et 30 minutes. Donc pour moi, le contrat est largement rempli de finir en dessous des 4 jours. Est-ce que l'an prochain, je vais essayer de passer sous la barre des 3 jours? Ça semble être de plus en plus tendu, mais en vrai, pourquoi pas. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de faire cette course. Tant par les personnes qu'il y avait, les gens sur la course étaient vraiment très chouettes. Le regard de la course était incroyable, les paysages étaient fous. L'Espagne à rouler, c'est vraiment un pays magnifique. On a eu aussi énormément de chance sur la météo parce qu'il a fait vraiment très beau. Certes, il a fait froid la nuit, mais la journée c'était vraiment chouette. Il n'a pas fait trop chaud, c'était pas canicule comme l'an dernier. Et en même temps, il faisait beau, donc en cette saison, ça fait plaisir de rouler quand même en cours pendant toute la journée. D'ailleurs, la petite spécificité de la Desertus Baicus, c'est qu'une fois que l'arrivée est passée, la course n'est en soi pas finie puisqu'il y a une super ambiance à l'arrivée. L'arrivée est toujours dans un café-bar qui est ouvert toute la journée. Donc en fait ce qui est fou c'est que tout le monde s'attend de jour en jour, c'est vraiment un gros QG et au fur et à mesure des arrivées de tout le monde, le bar se remplit de plus en plus. Tous les soirs c'est gros resto et grosses soirées avec tous les arrivés du jour et ceux qui sont déjà arrivés auparavant. Donc ça c'est vraiment très chouette, c'est vraiment cool de voir une course comme ça où il y a une vraie ambiance d'arrivée et même si on est arrivé à même 2 voire 3 jours d'écart avec certains, et ben on partage les mêmes choses à l'arrivée, on est trop content de se raconter toutes nos anecdotes de course. Même hors course et puis de croiser des gens avec qui on n'a pas forcément l'habitude de rouler tout le reste de l'année. Donc voilà, j'espère que ce petit récit de la Desertus Baicus vous aura plu. En tout cas, si vous avez des questions à me poser sur la course, sur le matos ou sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner pour suivre les prochaines aventures à vélo. Allez, à bientôt sur le vélo, ciao!